L'ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Au lendemain de la découverte d'un charnier de 55 corps dans la périphérie d'Abidjan, 3 ministres du gouvernement nommés hier soir par le nouveau président ivoirien Laurent Gbagbo se sont rendus sur place ce matin. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, tous membres du Front populaire ivoirien, le parti du président, apparemment sous le choc. Je n'avais jamais pensé que la barbarie humaine pouvait atteindre ce degré. C'est vraiment l'indignation que j'exprime au nom de la République. Les victimes, des hommes jeunes, portent pour beaucoup visibles des traces de balles et l'on pense à des exécutions sommaires. Certains témoignages parlent de vengeance après l'assassinat jeudi d'un lieutenant de gendarmerie, d'une rafle de gens du Nord, des musulmans, par des militants pro-Gbagbo. Des prisonniers exécutés ensuite par des gendarmes. Premier dossier difficile pour Laurent Gbagbo, dont les ministres ne pouvaient ce matin que promettre une enquête impartiale. Lorsque la quête aura établi les responsabilités, eh bien, nous exigerons, en tant que ministre de la République et non en tant que partisan, que toute la rigueur de la loi soit appliquée aux auteurs de ces actes ignobles. Quels que soient les responsables. Quel que soit le responsable. Et même s'ils dépendent de votre ministère. Quel que soit le responsable. Les images de ce charnier ont provoqué dans l'opinion publique ivoirienne un choc émotionnel. Une barbarie qui rappelle d'autres guerres régionales en Sierra Leone, au Libéria. En septembre 2002, une femme était venue me parler. Je l'avais filmée de manière anonyme, afin de préserver sa sécurité. À l'époque, secrétaire particulière de Robert Gueye, elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gueye, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gueye. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gueye est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gueye, elle a suivi les autres. Nous ont demandé les clés des chambres. On a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gueye a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois et après on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gueye, de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison. Il y avait le capitaine Fabien Koulibaly, le lieutenant Kegbe Koulibaly, le caporal Georges Kouadio, le caporal Lama Karamoko, le caporal Diomandé Bonfils, le caporal Blé Maninga, le caporal Bamba Suleiman, le sergent Loi Pascal. Ce jour-là, c'était les militaires qui étaient de garde. Ils ont tous été tués, hein, ils ont tous été tués. On tue des gens comme ça. Ils n'ont rien fait. Ce qu'ils ont mené. On rend justice à tous ces enfants. On a tué, qu'on a arraché à leur famille. On les a tués froidement. Que tout le monde sache la vérité. Moi, je pense que le général Gueye a été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders pour être tranquille, comme les militaires l'ont dit.
Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gênent, c'est tout. La plupart des militaires parlaient le bété. Entre eux, ils parlaient bété. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou Oui, c'était des rebelles? Parce qu'on a dit que c'était les rebelles qui avaient tué. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des comme on appelle, des loyalistes. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général. On va retrouver Alassane Ouattara. On l'a tué, on a tué le général. Il reste Alassane Ouattara. Voilà les deux personnes qui nous emmènent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général. Il reste le tour d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. Il y a 16 ans, je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Aujourd'hui, je le retrouve président de la République, d'un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais moi déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois le 22 ou le 23 septembre. Alors j'étais chez moi et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gueye, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gueye et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un char, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin, on a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle à la rue Sainte-Marie où nous habitions, il y avait le domicile du ministre de la Défense. Mais nous, de la fenêtre de notre villa où nous habitions, qui est un duplex, on voyait certains soldats qui se déshabillaient, qui jetaient leur tenue. C'était là la confirmation qu'il y avait une tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo. Ma fille Bintou, quelques minutes après, a vu les militaires arpenter les murs et arpenter ce qu'on appelle le portail. C'est là qu'on a su qu'il y a quelque chose de sérieux. Pose des militants du RDR aux forces de police et à des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Les élections législatives auront bien lieu dans un calme relatif. 29 circonscriptions du Nord n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr.
Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée apparemment. Le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumasi, quartier Sojefia. Je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Mais au jura c'est jura. Ivoirien, Malien, Burkinabé, Ladineka, no ka jura fen fenye, o ba faka, ko jura c'est jura. Ko te jura wolo malaka bo jura la tukuni. Des étrangers ont en effet été endeuillés dans cette ville de Daloa, où des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, El Hadj Bakari Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère par des militaires sous les ordres de Laurent Gbagbo. Il a fallu des jours et des jours pour convaincre Mama Touré de revenir en ces lieux. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. C'est pas. On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, le figure était parti, bon, c'est pas. Donc, je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son tailleur. Bon. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Et c'est toute la famille qui reste inconsolable. Les souvenirs des douloureuses épreuves reviennent. Avec eux, les larmes. Mon père a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous nous posons question, pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Cette haine, qu'est-ce qu'on te reproche? Bon, jusqu'à il n'y a pas de réponse. La question reste telle qu'il... Vraiment, c'est difficile de revenir sur cette période, quoi. Vraiment, c'est très difficile. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo
durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Des petits marginaux, mais on dit pas moi tuer. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner?
Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels ils partagent bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie. Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. Les murs de la Cité Rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous, F6. Je ne suis pas patron, je suis F6. Et on a commis de fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? La FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, sur de bien fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous, F6. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Hein? Je vais vous donner le statut, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Akans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel. La FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Fin de l'entretien, l'homme se dit prêt à reconnaître ses crimes en échange de sa sécurité. En attendant une commission vérité et réconciliation, il demeure reclus entre ces quatre murs. À tout moment, je parle. Laurent Gbagbo clame-t-il ne mettait jamais les journalistes en prison.
Laurent Gbagbo doit cesser avec la vulgarité dans ses propos. Comment pourrait-il avoir une prison pour des cadavres? Dans ces délires loufoques, tenus en date du 2 août 2021, ce cancer métastatique de Laurent Gbagbo voudrait nous faire oublier le fléau qu'il a été pour la Côte d'Ivoire entre octobre 2000 et le 11 avril 2011. Du premier jour de sa prise de pouvoir illégale au dernier jour où il fut cueilli comme un fruit pourri, le fils douteux de M. Koudou nous a offert un musée de la mort avec des milliers de vies inutilement détruites, pour ne pas dire presque le million. Ce document de Human Rights Watch, faisant 158 pages, nous démontre bien aux pages 36 et 37 le mécanisme des assassinats politiques du régime de Laurent Gbagbo, le tyran despote barbare et sanguinaire. Dans ses folies meurtrières, le régime de Laurent Gbagbo, en minuscule, va se montrer extrêmement impitoyable face à toute idée contraire aux siennes. C'est ce qui valut la peine de mort certaines à de nombreux citoyens ayant exprimé leurs opinions sous la dictature gbagboïenne. Pour rappel, Jean-Yves Lamblin, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Stéphane Franz Di Rippel, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Raoul Adeossi, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Shelia Pandian, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Aussi faudrait-il le savoir, M. T. Émile, assassiné par Laurent Gbagbo. Fabien Koulibaly, assassiné par Laurent Gbagbo, ainsi qu'avec 17 autres éléments de sa garde. Guy Robert, assassiné par Laurent Gbagbo. Rose Doudou, assassiné par Laurent Gbagbo. Le capitaine Dosso, assassiné par Laurent Gbagbo. Jean Hélène, assassiné par Laurent Gbagbo. Kamara Yerefe, assassiné par Laurent Gbagbo. De nombreux militants du RHDP seront aussi assassinés par Laurent Gbagbo au siège du PDCI. Le colonel-major Dosso Adama sera lui aussi assassiné par Laurent Gbagbo. Le lieutenant-colonel Jean-Siaka Remarque, assassiné par Laurent Gbagbo. Le capitaine Dosso Aboubakari, aide-de-camp du docteur-président Alassane Dramane Ouattara, assassiné par Laurent Gbagbo. Le colonel-major Désiré Bakassa Traoré, assassiné par Laurent Gbagbo. Aucune de ces personnes massacrées par Laurent Gbagbo, selon lui, ne méritait d'être en prison. Il faut aussi signaler les assassinats ciblés et les disparitions forcées d'activistes pro-Ouattara. Outre la répression des manifestants et des manifestations, les forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo, composées essentiellement de miliciens à caractère tribal, ont assassiné et enlevé des responsables politiques locaux et leurs alliés activistes de la société civile. Human Rights Watch a documenté plus de 10 cas de disparition forcée ou d'exécution sommaire survenus autour de la marche du 16 décembre. Les preuves réunies laissent fortement penser que ces exactions étaient le résultat d'une campagne organisée visant à sélectionner, rechercher et enlever des personnes spécifiques liées à la coalition politique du président Alassane Ouattara. Citons notamment les faits suivants. Au petit matin du 14 décembre, un dirigeant actif de quartier du mouvement des forces de l'avenir, en abrégé MFA, parti au sein de la coalition du RHDP, a été contraint par 3 hommes armés en civil de monter dans une Mercedes grise. Des témoins ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils avaient pu entendre les agresseurs demander où se trouvaient plusieurs autres leaders du MFA à Abobo. Un appel passé ce même jour au téléphone de l'homme enlevé a été pris par une personne qui a répondu
Votre parent fait partie du groupe qui tente de déstabiliser le parti de Laurent Gbagbo actuellement au pouvoir. Son corps a été retrouvé plus tard dans une morgue. Un membre dirigeant du MFA a expliqué à Human Rights Watch que plusieurs autres dirigeants du parti avaient disparu. Entretien accordé à Human Rights Watch par une victime de 29 ans, Abidjan, le 16 janvier 2011. Un autre entretien accordé à Human Rights Watch par le témoin d'un enlèvement âgé de 19 ans, Abidjan, 12 janvier 2011. Entretien accordé à Human Rights Watch par un voisin de 38 ans, témoin d'un enlèvement à Abidjan le 13 janvier 2011. Eux ont été par la suite identifiés, portant des blessures par balle dans une morgue. 2 militants de quartier pour le parti de l'UDC, faisant également partie de la coalition du RHDP, ont également été victimes de disparitions le 9 décembre 2011. Leurs corps ont été retrouvés à la morgue de Yopougon plus d'une semaine plus tard. Le 18 décembre 2011, le 18 décembre, s'il vous plaît, 2 membres du groupe de la société civile Alliance pour le changement, qui est lié au parti de Ouattara et qui a été actif dans la mobilisation des électeurs, ont été enlevés sous les yeux des témoins en début de soirée dans le quartier de Cocody-Angré. Un témoin a expliqué à Human Rights Watch que les gens qui se trouvaient dans un restaurant à proximité ont été contraints de se coucher par terre, tandis que des hommes armés obligeaient les 2 militants à monter à bord d'un 4x4. Tous les 2 sont présumés morts, donc assassinés par Laurent Gbagbo. 6 jours plus tard, un autre dirigeant de l'APC a échappé de peu à un enlèvement à Abobo vers 7 h du matin, lorsqu'un 4x4 Mitsubishi vert foncé s'est dirigé vers lui à toute vitesse et 5 hommes armés, dont 3 en treillis, en sont sortis, l'appelant par son nom et lui criant de monter dans la voiture. Un témoin a indiqué à Human Rights Watch que plusieurs de ces hommes portaient un béret rouge de la garde républicaine du criminel non repenti Laurent Gbagbo. Selon la victime potentielle, alors que les hommes tentaient de le contraindre à monter dans le véhicule, il a vu 8 photographies, dont la sienne et celle d'autres personnes qu'il a reconnues comme étant des membres de la direction du RHDP au niveau de la communauté sur le plancher de la voiture. Human Rights Watch a également documenté l'enlèvement et le meurtre ciblé de plusieurs personnes qui avaient surveillé les urnes dans un bureau de vote d'Abobo pour le RHDP. Vouloir passer toutes ces pertes en oubli de la part du régime actuel d'Abidjan serait encore une manière d'offrir une seconde mort à toutes les victimes de l'impitoyable criminel de guerre non assagi connu sous le nom de Laurent Gbagbo. C'est un travail effectué par Éclaireur Pro Vérité. Et là, beaucoup me diront, mais pourquoi revenir toujours sur le passé? C'est très important. Parce que tant que justice ne sera pas faite, aujourd'hui nous sommes en face des négateurs de l'histoire. Nous sommes en face des personnes qui veulent même nier qu'eux, ils ont dirigé le pouvoir, c'est-à-dire le FPI, et donc que leur sport favori était le crime, était la chasse à l'homme, était toute chose dégradante. Et c'est pourquoi, moi, Éclaireur Pro Vérité, même s'il me faut 1000 ans, je prendrai ces 1000 ans pour citer petit à petit, mais méthodiquement, les mauvaises actions du FPI et de Laurent Gbagbo pour que le monde sache ce qui s'est passé. Et je vais toujours continuer à inciter, à réveiller tous ces dossiers-là pour que demain, les gens qui viendront après nous sachent qu'il y a eu des faits, mais qu'il n'y a jamais eu de justice. Et que pour que nous nous en sortions, il va falloir tôt ou tard qu'il y ait justice.
et vous pouvez compter sur moi. Commune de Yopougon, de nombreux charniers et fosses communes ont été découverts à divers endroits. Nos reporters se sont rendus sur les lieux. Leur constat dans un commentaire de Sylvie Touré. Monticule de terre aurait été enfoui de nombreux corps. Nous sommes à Yopougon. Ici, les victimes de la crise post-électorale se comptent par dizaines, parfois par centaines, dans les quartiers d'Oukouré, Sikobois, Mamifete, Sika Sokowet que nous avons visités. Le 12 avril 2011, environ de 11h30, il y a les miliciens qui sont entrés ici. Ils sont commandés à tuer les gens, les jeunes, gras dans les quartiers. Jusqu'à le soir, on a trouvé 34 corps. Dosso Adama est inconsolable. Ses 5 enfants ont tous été tués. Sur les lieux du crime, il présente les impacts des balles qui ont décimé sa famille. Les 5 enfants là, il y a un qui a 30 ans, il y a un qui a 28, il y a un qui a 24, il y a 2, il y a 23. J'ai donné les dieux. Destruction des biens, tueries, pillage, vol et viol, tout y est passé. Ils sont rentrés dans la chambre des filles. On avait une soeur là, elles l'ont violée. Maintenant, nous, on est rentrés dans la douche. On est resté dans la douche en train de prier. Dieu a fait que nous on a eu à s'échapper. Les populations de Yopougon n'ont qu'un seul souci, débarrasser les quartiers de ces charniers aux odeurs nauséabondes. Ces mecs qui sont venus enterrer le corps, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison. Le quartier, il a besoin de soins. Les enfants là, il faut rentrer chez chacun. Les enfants ils sont malades. Matin même là, j'ai accompagné 5 hôpitaux. Passé la crise, les habitants de Yopougon ont une autre hantise, celle d'une épidémie de choléra qui pourrait résulter du non-enlèvement des cadavres dans les différents quartiers. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la vie. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Dans la nuit d'hier, mercredi 1er décembre 2010, à 22h15, suite à un appel anonyme, une patrouille mobile des forces de défense et de sécurité s'est rendue à mission de vérification à Ouassakara, dans la commune de Yopougon. 4 personnes tuées et 14 personnes blessées. En outre, 9 autres personnes ont été interpellées sur le lieu qui se trouve être le siège local d'un parti politique. L'état-major des armées, tout en déplorant les pertes en vies humaines et les blessures, a ordonné une enquête qui est en cours pour faire la lumière sur cette situation. Ces jeunes femmes et filles pleines de vie, de joie de vivre, étaient loin d'imaginer qu'elles prendraient rendez-vous avec la mort en ce 3 mars 2011 au rond-point du Banco d'Abobo Anador. En ce 3 mars 2023, jour commémoratif de ces décès tragiques qui ont entaché l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous continuons à penser à ces braves femmes dont les noms sont les suivants. 1. Ouattara Nyon Rokia, assassiné par Laurent Gbagbo. 2. Bamba Massiami, assassiné par Laurent Gbagbo. 3. Ami Assassi. Ami Koulibaly, vous m'excusez, assassiné par Laurent Gbagbo.
4. Sila Malon, assassiné par Laurent Gbagbo. 5. Touré Adjara, assassiné par Laurent Gbagbo. 6. Koulibaly Fatoumata, assassiné par Laurent Gbagbo. 7. Kone Moyamou, assassiné par Laurent Gbagbo. À jamais gravé dans nos mémoires, ne les oublions pas. Nous pouvons pardonner, certes, mais nous n'avons pas le droit d'oublier, encore moins d'oublier de demander justice. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre comme on appelle un matras, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Et c'est ça, c'est notre problème. Hein? Imbécile là, ton yéné là, imbécile, écarte ton yéné là. Ils écartent mes jambes, ils mettent le sable dans mon sac, on prend le matras, on met dans mon sac, on me tape dans le sac. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour cela qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas des trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Gbagbo que tout se passe en Côte d'Ivoire. Mais je dis que ça continue toujours. Et avant ça, en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique. Il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Sous Laurent Gbagbo, comme sous le régime précédent, des crimes contre l'humanité sont commis tous les jours. Nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI, le parti du président. Nous étions à la maison, un coup, on voit les policiers dans la cour. En même temps, on nous a pris, nous a menés jusqu'à derrière le cimetière. Bon, ils ont commencé à nous frapper là-bas. Nous sommes les Burkinabés. Nous sommes venus pour prendre le pays. Donc,
nous allons voir avec eux. Après ça, les d'autres qui disent on n'a qu'à les tuer. Les d'autres disent non, on n'a qu'à laisser, on va le mener au commissariat. Là, le commissaire va dire qu'eux aussi ils ont bien travaillé. Nous ont commencé à nous frapper là-bas. Après, maintenant, vers les 19h, ils nous ont menés à l'école de police. Quand on est arrivé là-bas, bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 20 sur 24, on nous frappe. C'était comme ça. Après ça, la nuit, on prend le couvercle de marmite, on met dans le feu. Quand c'est chaud, on nous brûle avec. C'était comme ça. Pendant combien de jours on vous a fait tout ça? Pendant 9 jours. Pendant 9 jours. Parce que tous les jours, on nous frappe. Il n'y a pas le temps. Tous les jours, et nous frappe seulement, c'était comme ça. Et selon vous, pourquoi on vous a fait tout ça? Parce que nous sommes les Burkinabés. C'est ça qui fait qu'on nous frappe. Voilà, c'était comme ça. Nous sommes les Burkinabés, on nous frappe. Ouais, c'est comme ça. On est arrivé au dépôt à Vukatié là. On a vu, il y avait tas de monde là-bas. On est arrivé au milieu des gens là, on nous a fait arrêter. Ils ont commencé à nous frapper. Là maintenant, mon petit, lui, il a essayé de s'échapper. Il ne peut pas. Il y avait trop de monde. Ils ont frappé mon petit à évanouir lui. Moi-même, quand on m'a frappé, tombé à côté de lui, bon, ils ont cassé briques sur ma tête. Je voyais sang couler vers ici là. Moi, j'étais tombé comme ça. Je voyais sang couler sous moi. Ils ont pris petit là pour envoyer derrière les poubelles là. Ils ont chargé piné sur lui. Ils ont mis feu. En ce moment, mon petit là, pour lui, c'est réussi. Feu là a brûlé lui, vrai là. Bon, moi-même maintenant, ils sont venus. Ils ont allumé aussi. Feu là allumé, puis c'est éteint. Ils sont revenus. Il dit que son feu là est éteint. Donc on n'a qu'à allumer encore. Il y en a qui demandent pétrole. Il y en a qui demandent allumettes. C'est là. Ils sont venus. Que bon, comme le pinet là ne peut pas allumer, on va les égorger maintenant avec couteau. Moi je suis couché, mais j'entends tout ça là. Il y a quelqu'un même qui est parti trancher couteau là sous le trottoir comme ça là. Tcha 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 tcha. Je comprends le bruit. Hein. Ils vont venir m'égorger maintenant. C'est là il y avait un monsieur qui était arrêté à côté de vers ma tête là. C'est là lui il a dit que non, s'il veut m'égorger, ils n'ont qu'à me tirer pour aller vers les poubelles. Il ne faut pas qu'ils vont me tuer devant eux parce qu'ils sont agents. C'est là qu'il savait qu'il y avait agents dedans parmi les civils. Parce que lui il a dit, il ne faut pas qu'ils vont me tuer là, ils n'ont qu'à me tirer pour m'envoyer vers les poubelles avant de me tuer. Parce qu'ils sont agents, s'ils ont fait devant eux, c'est pas bon. Là quand j'ai compris ça là, mon petit, ils ont brûlé, mais je sais bien, il ne peut pas brûler comme un bois. Hein? C'est un homme. Mais je ne peux pas chercher le corps. Puisque je n'ai pas de moyens. Je vais le dire, je vais aller prendre le corps ailleurs. Ils vont me dire de payer l'argent encore. Selon vous, pourquoi on vous fait tout ça? Moi, quant à moi, on m'a fait ça à cause de RDR. Moi, on m'a fait ça à cause de Alassane. Parce que quand ils ont vu mon pièce, ils ont dit c'est le frère d'Alassane. Ce sont les Burkinabés, c'est eux qui supportent Alassane. Et vous faites de la politique? Non, jamais, jamais. Jamais. Je n'ai même pas de carte, je n'ai même pas de photo d'un candidat chez moi.